Bonjour, je vais vous présenter la cinquième présentation dans le module de l'analyse des pratiques, donc section mathématiques. Donc cette présentation numéro 5 s'inscrit dans une continuité de la présentation numéro 4 qui porte sur l'analyse des ressources numériques officielles des mathématiques au secondaire et les défis d'usage. Et dans cette partie, nous avons présenté les résultats des enseignements sollicités de l'analyse et les synthèses et les conclusions. L'usage du TIS pour apprendre a toujours posé de nombreuses questions liées à la maîtrise technique des outils par les élèves et les enseignants, à l'efficacité de ces outils pour favoriser l'apprentissage et aux modalités de leur intégration dans les pratiques effectives des enseignants. Dans le nouveau rôle de l'enseignant, sa tâche est complète. Il doit simultanément gérer trois registres différents de connaissances. Ses propres connaissances de base en mathématiques, c'est-à-dire sa formation personnelle et professionnelle, celle qu'il aura à transmettre en acte, c'est-à-dire la transposition didactique, et celle des registres didactiques et des réflexions critiques liées à l'appropriation et la construction des connaissances. Donc, avant de préciser notre point de vue des choix didactiques à effectuer par les enseignants, nous présentons dans un premier temps les résultats de l'analyse des ressources numériques du secondaire collégial et qualifiant, le rapport didactique et pédagogique. Enfin, nous prétendons les évolutions possibles dans les ressources, les pratiques et les connaissances professionnelles des enseignants. Donc, les ressources numériques proposées au secondaire collégial. Donc, ce tableau-là illustre les résultats des premiers volets de l'analyse des ressources numériques du collège proposés dans le guide du ministère de l'Éducation en 2014. Donc, on a trois ressources. Donc, le R1, c'est les savoirs qui visent leur ressource R1, angle inscrit et angle au centre. Donc, cette ressource-là n'est pas tout à fait pertinente puisqu'on pourra conjecturer le résultat sans recours au logiciel Cabri. Donc la réflexion sur l'action va être pointue sur le volet technique de l'outil et non sur la démarche de résolution de problèmes. Bien sûr qu'il y a un apport, cette ressource elle a un apport didactique et pédagogique, c'est-à-dire c'est la possibilité de déverser les cas, de figurer et partager les productions des élèves à travers le net. La deuxième ressource vise le cercle circonscrit à un triangle. Cette ressource ne présente pas un défi, elle se forme à exécuter par les élèves, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'une véritable activité mathématique. Troisième, ce qui porte sur le théorème de Pythagore, cette ressource n'a pas visé l'action de conjecturer à travers l'utilisation de surface telle qu'elle est conçue pour la démonstration. En effet, il est focalisé sur la comparaison des valeurs approchées des carrés des longueurs, où l'élève ne pourra pas parvenir l'objectif de calculer les carrés de longueur. Donc, tout d'abord, dans une partie, c'est-à-dire les ressources numériques du collège, donc les activités et les tâches offertes concernent généralement la géométrie. Aucun exemple de ressources numériques de l'algèbre. Donc, ces activités ne reflètent pas en général une véritable activité géométrique. En effet, les types de tâches sont influencés par la manipulation technique pour la construction de figures géométriques à travers les logiciels. C'est tout à fait approprié de considérer les logiciels de construction géométrique qui jouent un rôle majeur dans l'apprentissage de la notion de figure géométrique par l'éclairage nouveau qu'ils donnent aux propriétés des figures. En revanche, cette tendance ne suffit pas pour appréhender les apprentissages de la géométrie, voire contribuer au développement des pensées géométriques. Donc, ces ressources choisies n'engendrent que des particularités des programmes du cycle collégial et nous n'avons pas connu ou rencontré dans les pratiques ou dans le domaine de la recherche des indications qui désignent que les concepts géométriques véhiculés dans ces activités ont posé des difficultés chez les élèves. Donc, certaines de ces ressources numériques peuvent enrichir, bien sûr, le répertoire d'expériences chez les enseignants. D'autres n'en se sont encore qu'au stade de sensibiliser et de familiariser les enseignants avec l'usage des TIS. Donc, pour les ressources numériques proposées au secondaire qualifiant, donc le recours à l'usage des TIS se manifeste par la relation pédagogique entre l'enseignant et l'élève et dépend étroitement du support matériel utilisé. On ne peut pas imaginer donc une réussite de l'action pédagogique avec l'absence d'un cadrage didactique qui permet la recherche de la signification d'une telle activité mathématique. Donc, ici, les ressources pour les qualifiants. Première ressource, il porte sur le barycentre de 3 points. Donc, cette activité, bien sûr, il attribue aux élèves des richesses dans le processus de conjecture et géométrique des barycentres. Il y a une autre ressource, c'est porte sur les suites numériques. De la part de l'activité, on peut parvenir bien sûr à choisir une activité pour donner du sens aux différentes notions actions menées. Et la dernière ressource, c'est le calcul intégral du domaine de plan d'air. Donc le choix de f de x égale à x au cube
donc, un peu élémentaire. Peut-être qu'il fallait lui suggérer une fonction avec sa représentation, mais elle présente un défi dans le calcul intégral sera plus pertinent que ce choix. Donc, les ressources numériques de secondaire qualifiant disponibles sont globalement considérées comme intéressantes. Une action de les enrichir, notamment en matière de problèmes pratiques et bien suivis. Donc, par exemple, les ressources numériques numéro 5 et numéro 6 ont été l'objet d'une expérimentation dans une étude menée avec les professeurs stagiaires. Le thème de ce travail, c'est l'ITIS et développement professionnel des professeurs stagiaires. Donc, c'est un travail qui est publié dans la revue CISAMAT, dans le numéro 9, c'est-à-dire que les deux ressources sont expérimentales en présence de l'expérience de deux enseignants qui ont réussi à engager leurs élèves dans deux expériences créatives. Nous notons que le savoir didactique en question est indispensable pour que les enseignants construisent des situations didactiques mettant en œuvre le logiciel GeoGebra et GeoPlan, même qu'ils ont bien sûr des connaissances sur le plan de savoir didactique lié à la mise en œuvre de l'artefact dans une situation d'apprentissage. L'un des grands enjeux est la généralisation des ressources numériques, qui viennent souvent de l'exercice de l'enseignant, afin qu'ils puissent être utilisés par le plus grand nombre. Donc, on désigne ici les ressources créées par les enseignants dans les séquences pédagogiques et les ressources créées par les concepteurs de programmes, comprenant le contenu, le concepteur, le réalisateur de ressources éditées par le professeur. Dans cette optique, on peut engager les enseignants en l'accompagnant dans l'utilisation des ressources numériques en classe, soit en les aidant à concevoir et réaliser leurs propres ressources à travers des projets mathématiques à long terme. Donc, en secondaire qualifiant, les logiciels mis à disposition de l'activité mathématique des élèves s'élargissent par rapport à ceux recommandés au collège. Outre des logiciels de construction géométrique et un tableur, les élèves doivent pouvoir mobiliser de façon autonome un traceur du cours et se familiariser avec d'autres outils, tels qu'un logiciel de calcul formel, un logiciel comprenant toutes les fonctions. Ces logiciels de calcul formel peuvent accompagner efficacement certaines résolutions de problèmes. Donc, les tableurs présentent un grand intérêt pour la gestion des données abondantes. Bien sûr, il est nécessaire pour offrir des situations qui font sens. Donc, ils représentent en outre un outil didactique particulièrement performant pour l'apprentissage de l'algèbre. Quant à l'apport du TIS qui manifeste à travers les ressources numériques, au secondaire proposé dans le guide, nous pouvons retenir les éléments suivants. Il permet bien sûr de motiver les élèves, permet de prendre en compte les différents cas de figure de l'activité mathématique, de partager et coopérer entre les élèves, explorer l'expérience avec autrui, bien sûr convaincre l'élève de la nécessité de l'intégration des TIS dans les situations inhabituelles, utiliser bien sûr le web pour les fins pédagogiques, prendre conscience des liens établis entre les mathématiques et ses applications à travers les technologies, bien sûr, et conjecturer des résultats d'un problème. Donc, nous avons convoité d'intégrer les enseignants de mathématiques vu le manque énorme de la production des ressources numériques qui fait leur originalité didactique et qui pose sur le fondement plausible. Notre démarche a consisté à concevoir et diffuser des outils originaux, c'est-à-dire les ressources numériques, souvent non disponibles pour l'ordinaire de l'exercice de la profession enseignante. Pour cela, nous avons interrogé des enseignants de mathématiques du secondaire sur les modalités pratiques de leur accès aux différentes ressources numériques élaborées par le ministère de l'Éducation dans le guide 2014. Donc, les résultats ressortis ont montré une dominance de la catégorie des enseignants qui n'ont pas eu l'occasion d'utiliser ces ressources dans leur pratique de classe. Elles sont en 27%. Donc, leur justification à cette carence se résume, selon eux, selon deux constats. Donc, le premier constat impose les difficultés techniques. Donc, une grande majorité des enseignants de cette catégorie ont mentionné que le non-recours aux TIS en classe est dû généralement à la maîtrise des logiciels qui font obstacle à l'usage. Le deuxième constat, certes, des difficultés techniques est signalé, mais l'usage est vécu sur le plan technique comme globalement sans problème. Selon cette sous-catégorie des enseignants, ce sont les modalités de mise en œuvre de l'intégration des ressources qui posent problème. À travers un taux de 12%, qui n'ont pas de problème technique, ces interrogés ont confirmé que leurs réticences à l'usage des TIS sont générées généralement par des coutumes personnelles et professionnelles. Bien sûr, des études ont montré que le manuel scolaire
des élèves constituent les principales ressources sur lesquelles s'appuient les enseignants pour concevoir leur enseignement. Donc, les guides destinés aux enseignants, les ouvrages rendent compte des recherches menées sur l'enseignement des mathématiques et les développements qu'ils peuvent engendrer dans les classes. Donc, le travail qui rassemble à une activité documentaire est essentiel dans l'activité professionnelle de l'enseignant, se déroule en classe et en dehors de la classe. Nous considérons désormais que l'enseignant n'est pas un simple utilisateur des ressources et les concepteurs de son enseignement. Il mobilise diverses ressources dans cet aboutissement. Donc l'enseignant explore des ressources, les choisit, les modifie, les associe, il les met en œuvre en classe, les modifie à nouveau, éventuellement les partager avec ses collègues. La plupart des témoignages recueillis concordent autour d'une attente collective qui stipule que ces enseignants auront la capacité de construire en autonomie leurs besoins en matière de ressources numériques. Donc, le questionnement qui se pose, c'est comment faire pour que ces ressources numériques soient effectivement utilisées par les enseignants de mathématiques et à quels besoins professionnels répondent-ils, surtout à ceux qui sont éventuellement réticents. Donc, il nous apparaît que la culture de métier de l'enseignant actuel n'est pas appropriée pour poser un enseignement de mathématiques dynamique et fonctionnel. C'est un problème du métier et il convient de consolider le répertoire professionnel des enseignants à l'aide de nouveaux outils leur permettant de penser différemment leur métier. Ne plus se centrer sur les objets mathématiques et leurs propriétés, mais savoir motiver l'étude par des questions problématiques et l'élaboration des réponses à ces questions. Il y a là une véritable révolution épistémologique à réaliser. Donc les théories didactiques, théories de situation et théories anthropologiques donnent des outils pour ce faire. Donc le nouveau rôle dans le métier réclame la nécessité d'expliciter ce que la profession puisse concevoir, ou bien ce que la profession a gagné à tout changement, de donner des outils idoines de pensée aux enseignants qu'ils puissent concevoir, exemplifier en quoi l'usage de telles ressources numériques contribue à redonner du sens de l'enseignement des mathématiques. Donc il nous semble qu'un des moyens pour y contribuer et d'envisager des ressources, des publications sur des productions de ressources expérimentées et validées qui peuvent être destinées aux enseignants. Maintenant, je vais vous présenter les mesures des trois composantes, utilité, utilisabilité, acceptabilité de ressources à l'égard des réponses des enseignants de secondaire dans le second test. Donc, le tableau suivant, il synthétise les résultats de l'analyse des ressources numériques établies dans le guide, selon la mesure de trois dimensions, utilité, utilisabilité et acceptabilité. Dans ce tableau, nous avons recensé les scores de 21 enseignants qui ont répondu à notre sollicitation. Dans chaque case de la grille, on note la somme des réponses qui ont le même signe plus ou moins. Donc chaque signe correspond à la présence ou à l'absence de l'élément de la dimension dans la construction ou le choix de la ressource numérique. Les RI sont les ressources proposées dans le guide. À partir d'une évolution par inspection et empirique, et en se basant sur le modèle proposé par Tricot et ses collaborateurs, qui stipule que toute relation formellement possible entre les trois dimensions peuvent exister. Nous présentons dans ce tableau les résultats récupératifs des scores obtenus après les mesures effectuées par les 21 enseignants interrogés pour chaque ressource numérique et éventuellement selon les trois dimensions citées dans la grille d'analyse. Maintenant, les mesures de 3D relativement à l'ensemble des ressources numériques. Donc, dans ce tableau, nous exposons la table de contingence au sein des modèles de Tricot et ses collaborateurs. Donc, les résultats de l'analyse effectuée par les 21 enseignants en donnant les résultats des valeurs binaires, signe plus et signe moins, représentant respectivement un bon score et un mauvais score. Ceci est pour l'ensemble des ressources numériques et relative aux trois dimensions, c'est-à-dire l'utilité, l'utilisabilité et l'acceptabilité. Donc, les résultats des 21 réponses sont alors représentés dans ce tableau. Donc, par un ensemble de triplés et leurs effectifs respectifs. On peut lire ce tableau que les scores positifs pour les dimensions de l'utilité sont 12 sur 21. Pour l'utilisabilité, c'est 11 sur 21. Pour l'acceptabilité, 15 sur 21. On peut noter que 5 ont donné un score positif aux trois dimensions et 4 ont donné score négatif aux trois dimensions. Quant au score négatif pour la dimension de l'utilité, sont 9 sur 21. Pour l'utilisabilité, c'est 10 sur 21 et pour l'acceptabilité, c'est 6 sur 21. Ainsi, on remarque que lorsque l'utilité des ressources numériques est bonne, l'utilisabilité est aussi mauvaise, et autant mauvaise. Le score, c'est de 6 égale à 6 plus 0. Que bonne
pour un score de 6 égale à 5 plus 1. Par conséquent, lorsque l'utilité est mauvaise, l'utilisabilité est aussi mauvaise, pour un score de 4 plus 1 égale 5. Donc, dans cette analyse, nous rejoignons donc les résultats découverts par le Tricot et ses collaborateurs qui montrent que les analyses des scores d'utilisabilité et d'utilité peuvent être interprétées comme une relation d'implication de l'utilisabilité vers l'utilité. Dans ce cas, nous retenons que toute amélioration de l'utilisabilité servira pour améliorer l'utilité. Nous retenons aussi que si l'adéquation entre l'activité et l'outil qui permettra d'assurer que cet outil est utile, car une ressource numérique peut respecter tous les critères d'utilisabilité, mais sans utilité est mauvaise, c'est-à-dire qu'elle est inutile. Quant aux dimensions de l'utilisabilité et l'utilité, sont dans une relation tautologique, c'est-à-dire une proposition tautologique, c'est une proposition vraie par définition. Autrement dit, l'antécédent, c'est-à-dire les hypothèses au postulat, impliquent logiquement le conséquent. En effet, dans notre analyse, les résultats montrent que quand l'acceptabilité est mauvaise, score 15, entraîne l'utilité mauvaise, score de 7, et quand l'utilité est bonne, score de 5, entraîne l'acceptabilité est bonne, score de 6. Enfin, l'analyse des scores entre les dimensions de l'acceptabilité et l'utilisabilité manifeste qu'ils ne sont pas compatibles. Maintenant, la mesure de 3 dimensions relative aux ressources numériques R3 et R1 à titre illustratif, c'est-à-dire c'est un exemple qu'on va traiter comme exemple. Donc nous nous attachons juste à 2 exemples de ressources qui permettraient de mieux illustrer notre démarche d'analyse. Et une des raisons de notre choix de ces 2 exemples de ressources, c'est de mettre en avant une ressource numérique R3 qui favorise la construction de nouvelles connaissances mathématiques et ensuite choisir une deuxième au hasard, R1 par exemple. Donc la table de contingence au sens de Tricot, de son tableau, récapitule l'ensemble des résultats de l'analyse empirique des 21 tests avec les 3 dimensions relatives aux ressources numériques numéro 3. Donc, de la même manière, on peut lire ce tableau que les scores positifs pour la dimension de l'utilité sont 6 sur 21, pour l'utilisabilité 12 sur 21, pour l'acceptabilité 5 sur 21. Quant au score négatif, pour la dimension de l'utilité, sont 15 sur 21. L'utilisabilité 9 sur 21 et pour l'acceptabilité 16 sur 21. Ainsi, on remarque que lorsque l'utilité de la ressource numérique numéro 3 est bonne, avec un score de 6, l'utilisabilité est aussi bonne, un score de 12. Par conséquent, lorsque l'utilité est mauvaise, un score de 15, l'utilisabilité est aussi mauvaise pour un score de 9. Dans ce cas, nous retenons que toute amélioration de l'utilisabilité donc, servira pour améliorer l'utilité. Et nous retenons à ce que si on agit sur les composantes de la dimension de l'utilisabilité qui ont des scores négatifs, on peut parvenir à une adéquation entre l'activité et l'outil et qui permettra d'assurer que cet outil est utile et donc on peut parvenir à améliorer l'utilité de la ressource R3 en question. En effet, si les interactions possibles dans le produit peuvent favoriser l'apprentissage, l'ergonomie de l'interface des produits est détaillée et convenable au public cible. Il y a possibilité de développer diverses compétences à travers l'amélioration de la compréhension des élèves par le produit avec l'aide appropriée aux enseignants dans leur pratique. Alors, on pourra parvenir à une adéquation entre l'objectif d'apprentissage défini par l'enseignant et l'atteinte de cet objectif. Par ailleurs, les usages des ressources numériques ne sont pas neutres. Ils sont susceptibles de modifier les pratiques des enseignants. Nous signalons que les interactions entre les enseignants et les ressources, il s'agit bien de relations à double sens. Les ressources numériques influencent les choix des enseignants et les enseignants peuvent transformer ces ressources qu'ils utilisent, qu'ils sont bien formés et accompagnés dans la conduite de leur pratique. Donc la ressource numérique numéro 3 est la seule du guide qui est censée favoriser la construction de nouvelles connaissances mathématiques, qui est le théorème de Pythagore. Donc c'est une composante forte dans la dimension de l'utilité qui permet de donner du sens aux apprentissages de cette notion. Quant à l'acceptabilité de cette ressource, nous pouvons constater les mauvais scores attribués à chacune des composantes, que ce soit au niveau de l'adéquation que celui de compatibilité. Maintenant, les mesures des 3 dimensions relatives à la ressource 1, la ressource numéro 1 du collège. Donc la table de contingence ici, au sens de
de tricot, donc dans ce tableau-là, récapitule l'ensemble des résultats de l'analyse empirique des 21 tests selon les 3 dimensions relatives aux ressources. Donc de la même manière aussi, on peut lire sur ce tableau que les scores positifs pour la question de l'utilité sont 8 sur 21, pour l'utilisabilité 6 sur 21 et pour l'acceptabilité c'est 4 sur 21. Quant au score négatif, pour la dimension de l'utilité sont 13 sur 21, pour l'utilisabilité 15 sur 21 et pour l'acceptabilité 17 sur 21. 8 ont donné un score négatif aux 3 dimensions. Nous constatons d'après le tableau qu'une comparaison des scores moyens des ressources numériques montre que la ressource numérique R1 est un score négatif de 14, alors que dans R3, c'est-à-dire la ressource R3 est un score négatif de 10. Ainsi, on remarque que lorsque l'utilité de la ressource numérique 1A est bonne, score 8, l'utilisabilité est moins bonne, score 2. Par conséquent, lorsque l'utilité est mauvaise, score 3, l'utilisabilité aussi mauvaise pour un score 9. Donc le score mauvais d'acceptabilité, score 17, montre bien que cette ressource n'est pas acceptée, que ce soit au niveau de l'adéquation qu'à celui de la compatibilité. Maintenant, une synthèse et conclusion. Donc cette analyse permettrait non seulement de comprendre les ressources numériques jugées attrayantes par les enseignants, mais également de prétendre une éventuelle action auprès des enseignants non utilisateurs des ressources numériques. Donc nous avons essayé de prendre distance du volet technique dans le choix de la construction des ressources numériques, même si nous étions conscients de son importance dans la réussite d'une telle action didactique et pédagogique. En effet, nous avons constaté que les ressources numériques choisies n'engendrent que des particularités des programmes des secondaires. Certaines de ces ressources numériques sont devenues des exemples utiles aux enseignants. D'autres n'en sont encore qu'au stade de sensibiliser et familiariser les enseignants avec les âges des TIS. Au-delà de diversité, toutes ces ressources s'avèrent néanmoins vouloir répondre à des besoins identifiables par l'enseignant, surtout ceux qui apparaissent non satisfaits pour les outils traditionnellement mis à leur disposition. Donc, les résultats dégagés de l'analyse ont montré que le contenu de ces ressources, s'ils sont conformes aux objectifs des orientations des mathématiques du secondaire, que leur organisation sont cohérents avec le processus d'apprentissage, cependant, ces derniers ne contribuent pas à la construction de nouvelles connaissances mathématiques via l'absence d'une rupture épistémologique dans la construction. Donc, les ressources numériques seront de plus en plus au centre de l'enseignement des mathématiques. Certaines connaissances propres à quelques outils numériques font totalement partie des considérations des orientations pédagogiques. Cependant, l'enseignant devra savoir entièrement analyser l'utilité et la pertinence des ressources numériques qu'il utilise avec les élèves et devra être en mesure d'un usage raisonné. Donc, dans cette analyse, nous rejoignons les résultats trouvés par les chercheurs du modèle de Tricot, qui montrent que les analyses des scores de l'utilité et de l'utilisabilité peuvent être interprétées comme une relation d'implication de l'utilisabilité vers l'utilité. Dans notre cas, nous retenons que toute amélioration de l'utilisabilité servira pour améliorer l'utilité. C'est ainsi l'adéquation entre l'activité et l'outil qui permettra d'assurer que cet outil est utile, car une ressource peut respecter tous les critères d'utilisabilité, mais son utilité est mauvaise. Quant à l'acceptabilité des ressources numériques, nous pouvons constater les mauvais scores attribués à chacune des composantes, que ce soit au niveau de l'adéquation qu'à celui de la compatibilité. Donc, les pistes d'amélioration possibles doivent être se focaliser sur les composantes à faible score afin d'améliorer l'utilisabilité pour pouvoir améliorer l'utilité et ensuite rendre l'utilisabilité et l'acceptabilité compatibles. On peut raisonnablement considérer ce que la profession a gagné à tout changement de donner des outils idoines de pensée aux enseignants pour qu'ils puissent concevoir, exemplifier en quoi les ressources numériques contribuent à redonner du sens à l'apprentissage des mathématiques. Donc, il nous semble qu'un des moyens pour contribuer est d'envisager des publications sur des productions de ressources numériques valides qui peuvent être destinées aux enseignants. Enfin, l'évolution du rôle même de l'enseignant apparaît étroitement lié à celui de l'évolution des ressources numériques et de facilitation de leurs modalités de mise en œuvre. Donc, le texte de cette expérience est publié dans la revue mathematis.net, donc dans le numéro 60, sous le nom Ressources numériques officielles de mathématiques
de secondaire et d'effets d'usage. Voilà le lien de cette expérience. Donc, basé sur l'articulation entre une évaluation empirique ici l'inspection développée dans le modèle de Trico et ses collaborateurs, l'expérience présentée concerne bien sûr l'analyse des ressources numériques proposées dans le guide du ministère en 2014, à travers 2 grilles d'analyse construites à cette fin et un questionnaire administré à des enseignants de mathématiques. Nous avons tenté de faire un état de lieu de la prise en considération de ressources numériques dans les orientations pédagogiques de mathématiques au secondaire, avant d'expliquer la réticence des enseignants à l'égard des usages des TIS en classe. Nous retenons que le nouveau rôle dans le métier de l'enseignement nécessite d'expliciter ce que la profession a gagné à tout ce changement, de donner des outils aux douanes de penser aux enseignants pour qu'ils puissent concevoir, exemplifier en quoi l'usage de telles ressources contribue à donner du sens à l'apprentissage des mathématiques au secondaire. Et merci.